Pour commencer, vous allez assister à la vie d'un couple de mésanges charbonnières à l'intérieur de son nichoir. Elle pond un œuf chaque matin en moyenne pendant 10 jours. Au total, sa ponte finit par être plus lourde qu'elle. Poids 16 à 21 grammes. Ensuite, elle couve seule pendant 13 à 15 jours. Les 7 petits sont aveugles et sans plumes. Ils réclament déjà leur nourriture. Les parents se relaient pour subvenir à leurs demandes. Ici, le mâle nourrit un de ses petits et enlève les fientes au fur et à mesure. Elle essaie de faire peur à la caméra, mais elle va vite s'arrêter. Vous voyez déjà qu'il y en a une qui est plus faible que ses frères et sœurs. Elle ne pourra pas survivre, c'est la loi de la nature. Chacun des poussins reçoit en moyenne 50 béquets par jour pendant 2 semaines, quelquefois 3. Durant cette période, les petits ne quittent pas le nid. Des études ont montré que les parents sont à la limite de la résistance physique en fin d'élevage. Le choix du nid arrêté, la femelle aménage celui-ci, tantôt seule, tantôt aidée du mâle, en le tapissant de menues racines, de tiges et de brindilles, puis d'un épais matelas de mousse et, enfin, d'une couche douillette de poils, de crin ou de laine, éventuellement de plumes. La mésange construit son nid à l'intérieur d'une cavité ou d'un nichoir artificiel comme celui-ci. Ici, la femelle est en train de l'arranger pour la nuit. Déjà 5 jours après leur naissance, elles grandissent très vite. Pendant le nourrissage des jeunes, les allées et venues des 2 parents sont nécessaires pour rassasier les petits affamés. D'abord des petits insectes, puis au fil du temps de plus en plus gros.
moment où les besoins alimentaires des jeunes sont les plus importants, les parents effectuent environ 1000 nourrissages par jour, soit 25 à 50 navettes par heure. Malgré cette intense activité, ils éprouvent parfois des difficultés à alimenter correctement tous les poussins. Dans les grandes nichées, les jeunes pèsent moins lourd que dans les petites couvées. Ils ont par conséquent moins de chances de survivre une fois envolés. Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Huit jours déjà. Vous comprenez maintenant pourquoi le nichoir est toujours propre. Les fientes des jeunes mésanges sont enrobées d'une matière gélatineuse, appelée sac fécal, qui permet une évacuation aisée par les adultes. La bande ventrale du mâle, appelée aussi cravate, est plus fournie et va jusqu'au ventre où elle s'élargit. Tandis que la femelle est reconnaissable à l'étroitesse de la bande noire qui court de sa gorge au milieu de sa poitrine. Elle va attraper un insecte qui s'est égaré à l'intérieur du nichoir. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à filmer ces mésanges à l'intérieur du nichoir. Sur un côté, je peux l'ouvrir. Il y a également une vitre pour les rassurer et les empêcher de tomber. Je les ai filmés pendant 1 heure tous les 3 jours en moyenne et je n'ai gardé que quelques passages. Bien sûr, je laisse la porte fermée quand je ne les filme pas. Petit rappel, diamètre d'entrée 3 à 3 cm et orienté à l'est. Déjà 10 jours. Les mésanges pondent de nombreux œufs, mais subissent en contrepartie une mortalité élevée. En moyenne, un adulte sur 2 survit d'une année à l'autre et seulement 15% des jeunes mésanges se reproduiront un jour. Les parents n'arrêtent pas leur va-et-vient. Heureusement que la famille ne compte que 6 becs à nourrir. « 13 jours.
Elles élèvent en général 2 couvées annuelles. La première fin avril ou début mai, la seconde en juin. Si la seconde ponte a lieu rapidement, le mâle doit alors s'occuper seul des jeunes de la première nichée, jusqu'à leur indépendance, avant de pouvoir à nouveau assister sa femelle. La mésange charbonnière est peut-être la mieux connue car la plus opportuniste et donc la plus proche de l'homme. Elle est capable de taper au carreau avec instance quand le nourrissage tarde un peu. Les oisillons savent tout de suite lorsqu'un des parents arrive. Ils piaillent pour réclamer de la nourriture. Cette pauvre maman est presque agressée. « 15 jours, bientôt le grand jour dans le vol arrive.
Voici une image insolite. Le plus débrouillard essaye de sortir, mais il se cogne toujours contre la vitre. La nourriture, en majorité des graines l'hiver, est alors prise volontiers à terre. Au printemps, le régime devenant insectivore, la charbonnière se tient davantage dans les arbres dont elle explore les menues branches. Avec leur petite taille, mais leur gros appétit, les mésanges se révèlent être de précieux auxiliaires de l'homme, à tel point que celui-ci leur consacre une attention toute particulière. Soucieux de préserver l'espèce, voire de l'aider à se reproduire, certains pays n'ont pas hésité à mettre en place de véritables programmes de protection. Après 18 jours de nourrissage intensif, les oisillons quittent le nid. En moins de 2 heures, ils se dispersent. Mais ils ne savent pas encore bien voler et leurs parents continuent de les nourrir pendant 2 ou 3 semaines. Les jeunes restent cachés dans les feuillages et lancent de faibles cris de faim à leurs parents. Ce bel oiseau chante 25 cris différents, se contentant le plus souvent de répéter 2 ou 3 notes claires et nettes, ce qui déroute souvent l'observateur. Combien de fois son nid n'a-t-il pas été trouvé dans une boîte à lettres et préservé avec bonhomie, car la mésange charbonnière fait partie de ces animaux que l'homme tolère volontiers près de lui et pour lesquels il est prêt à consentir de menus sacrifices. Nous faisons partie de la SOA, Société ornithologique d'Armor. Dans cette association, nous nous occupons de la protection. Entre autres, nous avons installé 16 nichoirs dans le site de Saint-Barthélemy, à côté de Saint-Brieuc. Ils sont pratiquement tous occupés. C'est même la crise du logement. Dans ce premier, c'est un couple de citelles torche-peau qui l'a aménagé. Ce sont des oiseaux sédentaires. Ce petit oiseau est trapu, d'un gris ardoisé dessus, roussâtre dessous. Un trait noir lui barre l'œil. Elle est pourvue d'un bec droit, plutôt fort. Peu farouches, elles vivent dans les bois, forêts, parcs et jardins, bien pourvus en grands arbres feuillus. Elles affectionnent les vieux chênes. La citelle niche entre 2 et 6 mètres de hauteur, dans un trou d'arbre dont elle a réduit l'entrée avec de la boue pour lui donner le diamètre de sa taille, d'où son nom de torche-peau. Voici 7 petites citelles. Le nid lui-même n'est qu'un pauvre amas de feuilles mortes et de débris d'écorce. Les œufs sont couverts quand la femelle quitte le nid. Au bout de 14 à 15 jours, les œufs éclosent et les oisillons s'envolent 23 à 25 jours plus tard, ce qui est long pour des oiseaux de cette taille. Les citelles quittent rarement leur secteur. Assez brillante, détecte facilement en toute saison, surtout au printemps. Elle est aussi acrobate, circulant en tous sens le long des troncs d'arbres, même la tête en bas. Elle se nourrit d'araignées et d'insectes, se nourrit aussi de fruits et de graines souvent prises au sol. Des noix et noisettes calées dans des fentes d'écorce pour décortiquage.
Comme je le disais, la citelle est le grimpeur le plus étonnant de nos forêts. Bien campée sur ses tarses courts, elle progresse à petits bonds, accrochée à l'écorce des troncs, souvent la tête en bas, sans céder de la queue comme les pics, mais grâce à la forte musculature de ses pattes aux griffes acérées. Le régime alimentaire de cet oiseau, composé de graines à enveloppe coriace, a développé chez lui une curieuse habitude. La citelle cale son butin dans une fourche d'arbre ou dans une fissure et martèle noisette ou faine à grands coups de bec. Son activité débordante la pousse à faire des caches en période d'abondance. Ses provisions, souvent oubliées, germent au printemps dans les endroits les plus inattendus. Les 7 citelles se sont envolées. Profitons-en pour admirer l'intérieur de ce nichoir qui est toujours propre. C'est dur, hein? Nous sommes toujours dans le magnifique cadre de Saint-Barthélemy. Gilles aide cette jeune fille à monter à l'échelle. Ce n'est pas facile, mais tout en haut, le spectacle est merveilleux. Oui, tu peux. Des mésanges bleus, mes préférés. La durée de la construction varie de quelques jours à plusieurs semaines si le mauvais temps retarde la collecte des matériaux. La cise en mousse et en herbe sèche soutient une coupe de poils, de crin, de brins de laine auxquels s'ajoutent quelques plumes. C'est un oiseau qui utilise souvent les nichoirs artificiels. Elle niche 2 fois par an. Une première fois fin avril, mai et la deuxième en juin. Elle pond 6 à 12 œufs. L'incubation de 13 à 14 jours incombe à la femelle seule, puis le mâle collabore au nourrissage des jeunes. Insectes et larves sont l'essentiel du régime alimentaire estival. Ils sont ensuite relayés par des graines, surtout oléagineuses. Les oisillons nidicoles, c'est-à-dire ils sont incapables de se nourrir seuls et dépendent totalement de leurs parents. Ils s'envolent à 20 jours. La mortalité est élevée. D'une famille de 12 oiseaux, il ne restera qu'un adulte et un jeune capable de se reproduire l'année suivante. Chut, laissons-les dormir. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour étudier les oiseaux. Je marque tous les détails découverts lors de mes sorties. Dans mon jardin, j'ai découvert un nid de merle noir. À juste titre, le merle passe pour l'un des meilleurs chanteurs de la société aviaire. Mais posséder le plus bel organe ne suffit pas pour être aimé de tous. Ce maître de la ritournelle en fournit l'exemple. Il a beau déployer des trésors de mélodie, il reste la bête noire par excellence des vergers, l'ennemi numéro 1 du jardinier. Tout aussi vaine est sa contribution à la destruction des nuisibles, larves et insectes. Quoi qu'il fasse, il ne parvient ni à entrer en grâce, ni à faire taire ses accusateurs. Ce sont aussi des oiseaux sédentaires, c'est-à-dire que l'hiver, ils ne partent pas dans les pays plus chauds. Très visibles et d'un accès facile, les nids de merle noir sont fréquemment pillés par des enfants. L'espèce est néanmoins en extension dans la plus grande partie de l'Europe, car elle s'adapte bien au voisinage de l'homme. Primitivement, oiseau forestier, le merle noir tend à devenir familier des plaines cultivées et des jardins urbains, atteignant une densité maximale dans les banlieues. Il se nourrit de vers, d'invertébrés, de fruits et de déchets ménagers. Le nid fait d'herbes renforcées de boue et tapissé d'herbes fines
est placé dans les buissons ou les arbustes, mais il peut être situé à terre ou dans un bâtiment. Faciles à découvrir, ces nids ont permis de rassembler un grand nombre d'informations. Les merles noirs nichent depuis le début de mars jusqu'en juillet et même en août, avec plus de chances de réussite pour les nichées précoces et tardives, les prédateurs étant moins actifs en début de saison et le feuillage plus épais en été. La couvée comprend 3 à 5 œufs, ce nombre étant le plus important en mai et dans les zones rurales. La femelle couve seule, mais le mâle l'aide à nourrir les jeunes. Le même nid sert parfois aux 3 ou 4 nichées de l'année. Pour les images suivantes, nous sommes à Corlay. Dans ce petit sapin, à l'endroit où il y a la flèche, un couple de pinsons des arbres s'est installé. Il a été sûrement dérangé par les 3 enfants jouant au foot, vélo et autres jeux, sans oublier le chat de la maison. Malgré tout cela, les petits sont nés et actuellement ils se portent tous bien. Ils nichent un peu partout dans les bois et les haies. Ce nid est constitué d'une splendide structure de mousse entrelacée de brins d'herbe, décorée de lichens maintenus par des toiles d'araignée, garnies de crins et de plumes. La femelle fait plus de 1000 allées et venues pour ramasser les matériaux. Le mâle l'accompagne mais ne l'aide pas. Une fois le nid fini, elle pond 5 œufs tachés de rouge. La couvaison ne dure que 11 jours. Enfin, le mâle l'aide à nourrir les jeunes de l'unique couvée annuelle. C'est aussi l'un des plus communs de nos oiseaux de jardin. De la taille d'un moineau, il est facilement reconnaissable à la double barre alaire blanche et aux raytrices externes blanches de la queue, surtout visible en vol. C'est un oiseau particulièrement coloré. Le mâle se distingue par le haut de la tête et la nuque bleu cendré, le dessous orangé rosé et les bandes alaires blanches et le croupion verdâtre. L'espèce, bien que l'une des plus nombreuses d'Europe, est en déclin depuis 1960, probablement à cause des pesticides, car les pinsons se nourrissent beaucoup de graminées et de céréales. En hiver, ils mangent des faines, les jeunes sont nourris d'insectes. À l'endroit où ils sont installés, la hauteur n'était que de 1 mètre, mais en général, ils nichent entre 2 et 10 mètres de hauteur dans un arbre au niveau d'un enfourchement ou sur une branche latérale. J'ai eu de la chance. Les œufs sont couvés 12-14 jours. Les poussins nidicoles restent au nid 13-14 jours. Après la femelle, voici le mâle qui se reconnaît facilement grâce à ses couleurs plus vives. Les mâles arrivent souvent les premiers. Aussitôt, ils retrouvent les anciens nids et les défendent contre d'éventuels concurrents. Quand les femelles arrivent à leur tour, les mâles les attirent par leur chant et leur vol. Chaque couple s'affaire ensuite à consolider le nid. Certains sont là depuis 40 ans, collés sous une fenêtre, une poutre ou dans une table ou un autre bâtiment. Quelques jeunes couples doivent néanmoins construire un nouveau nid. Des milliers d'allers et retours sont nécessaires pour effectuer ce travail de maçonnerie. Des boulettes de boue sont assemblées, puis consolidées à l'aide de brins de paille. Une fois sec, le nid est dur comme du ciment. À l'intérieur, les hirondelles déposent un matelas de plumes et de foin. Fin avril, la femelle pond chaque matin un œuf dans le nid. Au bout de 4 ou 5 jours, elle commence à couver. Aussi les poussins naissent tous en même temps, environ 2 semaines plus tard. Ils sautent de leur coquille, fragiles, couverts de duvet et complètement aveugles. Les parents aussitôt commencent à les nourrir. De l'aube au coucher du soleil, ils vont chercher des milliers d'insectes pour assouvir la faim des petits.
À ce régime, les oisillons sont rapidement plus gros et plus lourds que leurs parents. Mais cet excès de poids disparaît dès la pousse des plumes. Au bout de 3 semaines, les jeunes hirondelles peuvent quitter le nid. Les parents continuent à les nourrir en vol. Les hirondelles sont adultes à l'âge d'1 an. Parfois, la femelle pond de nouveau au début de l'été. Pour nourrir leurs rejetons affamés, les parents livrent au nid des centaines de repas par jour. Le matin, quand le nourrissage commence, tous les oisillons se redressent en poussant des piaillements très aigus. Ils ouvrent leur bec le plus grand possible. Avec une boulette d'insectes, l'hirondelle nourrit 2 ou 3 petits. Mais celui qui crie le plus fort est le premier servi. Alors il mange plus souvent que les autres. Seule la moitié des hirondelles parties en automne revient au printemps suivant. Leur migration est vraiment périlleuse, avec le désert qui grandit et la pression de la chasse en Afrique. À leur retour, les lieux où nicher se font rares. De plus, pour se nourrir, les hirondelles trouvent de moins en moins d'insectes. Le traitement des champs par des insecticides est terriblement efficace. S'il existe un oiseau dans nos jardins qui rallie tous les suffrages, c'est le chardonneret. L'épithète élégante qui lui est accolée dans les ouvrages spécialisés se justifie incontestablement. À de rares exceptions près, le chardonneret est l'un des plus beaux oiseaux d'Europe. Hélas pour ce myrliflore, sorti tout droit de la palette d'un peintre, cette parure lui vaut bien des désagréments. Il la paye souvent au prix fort, celui de sa liberté. Ironie de la nature, ce passereau tire son nom d'une fleur sauvage particulièrement détestée, le chardon. Avec délicatesse, il en prélève les graines cotonneuses lorsqu'elles sont arrivées à maturité, contribuant ainsi à la propagation de sa plante favorite que d'autres, par ailleurs, s'évertuent à combattre. Pimpant mais médiocre chanteur, le chardonneret compense cette lacune par ses talents d'architecte hors du commun. Véritable chef-d'œuvre, le nid formé de brindilles entrelacées et liées par de la soie d'araignée est garni de mousse, de poils ainsi que de brins de laine. La femelle seule en assure la confection. Le travail du conjoint se limite à une assistance morale. Il appartient toutefois à celui-ci de veiller à la tranquillité de sa compagne durant la couvaison. Posté sur un observatoire, il affirme sa souveraineté territoriale par la voix et se charge, au besoin, de pourchasser les importuns. Le nid est accroché au bout d'une branche fragile. Il contient une couvée de 5 ou 6 œufs, renouvelés 2 ou 3 fois par an. La première en mai, les autres en juin-juillet. La femelle les couve pendant 12 ou 13 jours. Les oisillons quittent le nid à 13 à 15 jours. À force de crier après le moineau, pilleurs de semences et voleurs de raisins, on finit par le voir partout.
Pourtant, ce n'est pas lui qui, pour l'heure, se livre à une action coupable dans le champ de blé. Il s'agit du verdier d'Europe. Mais il faut reconnaître que la ressemblance est frappante. Même corps trapu et bec codique identiques. À l'évidence, l'un et l'autre sont sortis du même moule. La différence visuelle tient essentiellement à la couleur. On s'en doute, le verdier doit son nom à la teinte de son plumage. Ce nid n'apparaît pas davantage comme une œuvre d'art. À voir l'oiseau, la déception est grande de constater la grossièreté de son logement. Un entrelac de mousse et de tiges assemblées au petit bonheur, ce qui n'empêche pas les oisillons de lui demeurer fidèles bien après leur envol. On compte 2 ou 3 nichées annuelles de 4 à 6 œufs chacune. Les œufs sont couvés 13 à 14 jours et les jeunes nidicoles s'envolent 13-16 jours. Voici des jeunes pigeons ramiers. Ceux-ci paraissent étranges à cause de leur large bec parfaitement adapté pour recueillir le lait de pigeon. C'est une bouillie de graines prédigérées et régurgitées par les parents. Les œufs sont couvés 17 jours et les jeunes nidicoles s'envolent à 33-34 jours. Les mésanges charbonnières sont de petits oiseaux vifs et agiles. Elles sont capables de changer de régime alimentaire au cours de l'année. Elles sont insectivores l'été et granivores l'hiver. Admirez ces 11 petits, ils vont vite grandir. La chouette hulotte commence à nicher dès mars, pondant 2 à 5 œufs dans un arbre creux, parfois à terre sous les racines ou dans un terrier de lapin. La femelle couve dès la ponte du premier œuf et chacun d'eux exige 28 à 30 jours d'incubation. Les jeunes sont indépendants à 5 semaines, mais le succès de la nichée dépend grandement des nourritures disponibles. La Bretagne, c'est aussi les oiseaux marins. Voici un petit clip sur les 3 réserves naturelles des Côtes d'Armor. C'était un beau dimanche d'avril. Nous sommes partis à 28 de Saint-Brieuc, pique-nique, jumelles et lunettes d'observation dans le coffre des voitures pour une journée d'observation dans le superbe décor des marais du château de Sussigno, dans le golfe du Morbihan, avec notre ami David Ledan. Nous avons admiré beaucoup d'oiseaux. Je ne vais pas vous les énumérer et pour les filmer, ce n'est pas facile. Face au château, ce sont les oiseaux marins qui vivent dans le marais, comme l'aigrette garzette, qui se nourrit de poissons, grenouilles, insectes aquatiques et crustacés.
Encore merci David pour cette magnifique journée hors du temps. Cent mille oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux. Un jardin offre maintes occasions d'étudier le comportement des oiseaux, mais pour cela il faut les attirer en leur offrant nourriture et nichoir, en plantant des arbres et des buissons, en laissant les végétaux monter en graines et en fermant les yeux sur certains insectes. Toutes ces mesures faciliteront l'existence des oiseaux dans un monde qui leur est de plus en plus hostile et vous permettront de profiter de leur compagnie. Votre plaisir grandira si vous cherchez à savoir ce qu'ils font et comment ils agissent. Près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le d'hiver pique sur les pins. Les hirondelles font leur nid pour donner le jour aux petits. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune. Les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus beau. Chaque année, on trouve des milliers d'oiseaux en détresse. Le plus dur est de comprendre qu'il faut parfois faire cesser leur souffrance le plus vite possible. Souvenez-vous de ceci. Si vous essayez de sauver un oiseau, il ne pourra peut-être plus jamais retourner dans la nature et vous devrez vous en occuper en permanence. Mais si vous en avez le temps, vous réussirez à maintenir en vie certains oiseaux blessés. Voici quelques images de sensibilisation sur la protection dans une école à Saint-Brieuc.
Si les jeunes surmontent les dangers qui les menacent durant leurs premières semaines, leur espérance de vie augmentera un peu. Malgré cela, chez les passereaux, 50 à 75% des membres d'une population meurent chaque année et l'espérance de vie d'un adulte reste d'1 ou 2 ans. Les oiseaux des jardins ne vivent pas longtemps et ceux qui atteignent un âge avancé sont l'exception. Bien que vous puissiez améliorer les conditions d'existence des hôtes ailés de votre jardin, rien ne pourra empêcher que la plupart meurent jeunes. En général, ce sont les plus aptes qui échappent aux dangers naturels ou dus à l'homme et qui assurent l'avenir de leurs espèces en se reproduisant. Certains membres s'occupent de sensibiliser les enfants dans les écoles en leur parlant de la nature et bien sûr des oiseaux. Avec l'aide des enfants, ils fabriquent des nichoirs à mésanges et les placent dans la cour de récréation. La SOA a investi dans l'achat d'une caméra miniature que l'on place dans le nichoir. Celle-ci transmet alors les images sur téléviseur. Les enfants suivent en direct le développement des petites mésanges. Notre société a obtenu en 1992 l'agrément au titre départemental de protection de la nature.